prendre ça au sérieux, selon Stephen King, c'est s'asseoir chaque jour. Là, je me fais attaquer par le chat. D'ailleurs, on entend des coups de hache derrière moi, peut-être. Ouais, effectivement, ouais. Je ne sais pas. C'est les voisins qui font des travaux. Ouais, je sais pas, ils ont dû lire Stephen King. C'est un seul truc que tu dois tirer de ce livre, une seule page que tu dois arracher, c'est laquelle? Ouais, alors moi, c'était un livre audio, donc je vais essayer de pas casser mon smartphone. Tu sais qu'avant mon bureau, moi, il était dans mon salon et que j'ai dû bouger à partir du moment où j'ai eu le chat parce que, au début, je me suis dit: «Ah, c'est trop bien, je vais travailler, le chat, il va venir à côté, je pourrais le caresser», tu vois? Je me dis: «Ça va stimuler, mon esprit créatif» et en fait, il se trouve que le chat m'attaquait pendant que je travaillais. D'ailleurs, si vous avez un chat, la balle de ping-pong, sachez que c'est, un peu le meilleur investissement que vous puissiez faire puisque ça ne coûte pas très cher et qu'en plus, vous en avez, plein dans la même boîte. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast enregistré par des mecs qui sont dans le même appart, mais pas dans la même pièce. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Ouais. Comment ça va, Seb? Eh ben écoute, ça va très bien. Effectivement, cette intro un peu particulière puisque on vit en fait à 1600 km l'un de l'autre en règle générale. Là, on se voit en vrai, mais on est quand même obligé de se mettre dans une pièce différente à cause de l'écho parce que sinon on s'entendrait en double. Et en plus de ça, il y a un délai, c'est-à-dire qu'en gros, Wesley quand il dit bonjour, en vrai j'entends dire bonjour et genre 2 secondes plus tard, j'entends bonjour dans le logiciel. Enfin, c'est assez terrible. Ouais, c'est vraiment cancer, donc on est effectivement maintenant à quelques mètres l'un de l'autre. En plus, il y a le chat dans le séjour avec moi, donc je préfère prévenir. On n'est pas garanti de ne pas entendre des bruits de fond à certains moments. Des miaou et autres balles ping-pong qui pourraient, jouer. D'ailleurs, si vous avez un chat, la balle de ping-pong, sachez que c'est, un peu le meilleur investissement que vous puissiez faire puisque ça ne coûte pas très cher et qu'en plus vous en avez, plein dans la même boîte. Voilà, c'était le petit conseil de la semaine. Hem, mais avant tout, Wesley, avant de parler de ce dont on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le chat, par exemple, devrait faire là tout de Le suite? chat, il devrait miauler pour expliquer il a mis des croquettes par terre. Elle a mis des croquettes par terre, pour expliquer que, bah, je vois qu'elle mange là des croquettes, et ben, ces croquettes, ça pourrait être, des étoiles, par exemple. Tu vois? 5 croquettes égale 5 étoiles sur la plateforme de podcast, de votre choix pour, soutenir, Systemator et nous encourager à continuer, nous faire connaître également. Parce que c'est comme ça que ça marche, sur, j'allais dire les réseaux sociaux et les plateformes, 3.0. Ça marche par la recommandation. Donc si Apple ou votre, plateforme de podcast, s'aperçoit que, bah, quand nous recevons des avis positifs en bonne quantité, eh bien, le podcast va être mis en avant et plus de personnes vont découvrir notre contenu. Voilà, parfait. Donc, les chats ont toujours raison. Donc, je vous invite à le faire. Ce serait parfait. Merci Wesley. Aujourd'hui, on vous parle d'un livre. C'est le premier épisode qu'on fait autour d'un livre qui est basé entièrement sur un livre et pas n'importe quel livre. On va vous parler du livre de Stephen King, On Writing ou Écriture en français. C'est un livre qui est sorti en 2000. Et en fait, on a voulu vous en parler parce que c'est pas qu'on est fan de romans d'horreur, mais c'est surtout que Stephen King, c'est l'un des auteurs les plus connus du monde. Et en termes de création de contenu, on peut dire que le mec, il a roulé sa bosse, quoi. Dans son livre, en fait, il va nous livrer un peu son histoire, ainsi que ses processus créatifs, ses rituels, sa vision de l'écriture. Et du coup, on s'est dit que c'était assez intéressant de faire le parallèle avec nos activités respectives. Et donc, on avait envie de vous partager tout ça. Donc, avec Wesley, on s'est motivé, on a lu le livre. Voilà, on va pouvoir y aller, hein. Ouais, let's go. Alors, Stephen King, on va commencer d'abord par quelques chiffres. 84 textes, donc c'est à peu près le nombre de romans slash nouvelles, je crois qu'il a publié, hein, c'est ça, Wesley? Ouais, c'est impressionnant. Sachant qu'il a 71 ans à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, ouais, ça, c'est un bon rythme, hein. Et on parle pas de, ouais, quand on dit texte, c'est des livres de 300-400 pages. Des bonnes briques. Hem, 350 millions de livres vendus dans le monde, 4 millions de followers sur Twitter, 698 millions de recettes et surtout le chiffre le plus intéressant, c'est 13. En fait, il a peur du chiffre 13, donc ça s'appelle la, triskaïdocaphobie.
Donc voilà, si vous voulez vous l'appeler Andy des Mondains, vous pourrez parler de ce terme. Voilà, donc voilà, Stephen King a peur du chiffre 13. C'est plutôt marrant d'ailleurs pour quelqu'un qui fait des romans d'horreur, d'avoir peur du chiffre 13. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, 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 je sais pas si ce serait peut-être une idée de titre pour un prochain ou de concept pour un prochain, une prochaine histoire. Ouais. Voilà. Tu penses que quand il allume son téléphone et qu'il y a marqué genre, 13h29, il sursaute? Je sais pas, mais en tout cas, imagine si tu es phobique du chiffre 13 et que ton enfant naît, le 13, je sais pas ce que tu fais, quoi. Ah merde. Bah, tu mets 12 ou 14, au niveau de la date de naissance, tu sais, tu Ouais, changes un peu. ouais. Voilà. Bon et bah, on va pouvoir y aller. On va du coup structurer un petit peu cet épisode en 2 parties. On va d'abord parler un peu de sa vie, son œuvre, qui est Stephen King, comment il est passé, du mec totalement inconnu à la superstar que c'est aujourd'hui et également, bah, ses conseils, ce que nous on a un peu retiré, de ce livre. Il faut savoir que c'est quand même un livre qui est basé sur l'écriture et il parle vraiment de son métier. Donc nous, on a essayé de l'élargir au sens vraiment création de contenu par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc, que ça soit, bah, par exemple, comme moi, où je fais des articles, des vidéos ou des podcasts, ou comme toi, Wesley, avec de la musique. On a vraiment essayé de prendre des choses un peu universelles et qui pourraient vous aider. Mais évidemment, si l'écriture vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, bah, forcément, rien ne vaut La lecture de ce livre? exactement. Rien ne vaut la lecture de ce livre. Donc, allez-y, allez-y là-dessus. Parlons un petit peu, de sa vie, Stephen King un peu, comment tu le décrirais toi Wesley après avoir lu ça? Je dirais il reste quand même énigmatique, à mes yeux, ce personnage. C'est vrai que j'ai jamais lu, ses romans, pardon, jamais regardé de films, parce qu'il y a eu des adaptations au cinéma. Hem, mais quelqu'un de très engagé dans ce qu'il fait, qui prend son métier, parce que c'est un métier d'écrivain au sérieux, hem et qui a, su, tracer sa propre voie et devenir une référence. Voilà ce que je retiendrai de Stephen King. La particularité un petit peu de Stephen King, c'est que c'est vraiment, quelqu'un qui a écrit toute sa vie, même quand il était tout petit. C'est-à-dire qu'en gros, il va vraiment raconter, ses 1res péripéties, son histoire, son enfance. Au début d'ailleurs, moi on lisait un petit peu ça avec Wessa, on s'attendait vraiment à avoir plein de conseils tout de suite sur l'écriture et en fait, on se retrouve un peu à il commence un peu à raconter sa vie vraiment depuis le moment où il est tout petit et je crois que Wesley et moi, on a eu un peu la même réaction en mode: «Ah c'est chiant, nous on veut tout de suite tes conseils et tout». Alors qu'en fait, quand on avance dans le livre, bah, ça fait beaucoup de sens. On se rend compte que, tu peux pas être Stephen King sans avoir, cette enfance si particulière en fait tournée autour de l'écriture. Je sais pas ce que tu en penses Wesley, par rapport à ça quoi? Ouais, effectivement, cette première partie du livre, qui est autobiographique, elle, elle constitue la base essentielle à la compréhension de la suite. On se dit: «Ah OK, on comprend pourquoi le mec raisonne comme ça, pourquoi, il fonctionne de cette manière-là», et cetera, et cetera. Donc moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais tout fait sens, effectivement, lorsqu'on avance dans la lecture. C'est ça, donc si vous commencez à le lire et que vous sentez que la première partie au début vous êtes en mode: «Ouais, je pensais pas acheter un livre sur sa vie», mais en fait vous allez voir que petit à petit, ça a vraiment du sens donc continuez un petit peu de lire. Le 1er point là qu'on a noté, c'est, vraiment en fait sa mère qui lui a vraiment donné le conseil ultime qu'on peut donner quand tu as 7 ans. En gros, il commençait à écrire des histoires, très, très jeunes et au début, il a fait, il faisait lire ce qu'il faisait à sa mère, en fait et sa mère, du coup, élevait, toute seule ses enfants et du coup, il fait lire l'histoire à sa mère et sa mère lui dit: «Ouais, mais du coup, est-ce que c'est toi qui as écrit l'histoire?» Et après, il dit qu'en gros, il s'est, inspiré slash, copié d'autres choses et sa mère lui dit à ce moment-là: «Il faut que tu écrives ta propre histoire au lieu de copier. C'est super important» et en gros, pour lui, ça a été vraiment, le premier énorme déclic dans sa vie d'écrivain, quoi. C'est-à-dire, copie pas ce que font les autres, invente tes histoires, fais-toi confiance là-dessus. Effectivement, ce conseil que la mère de Stephen King lui donne, il est valable, à toutes les personnes qui créent, du contenu sous toutes ses formes. C'est, effectivement, au début, on s'inspire de ce qu'on voit autour, mais très rapidement et on va pouvoir en reparler, hein, plus tard, heu, l'idée, c'est de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, hem
et on a des choses, tout aussi intéressantes à raconter que, notre voisin à droite ou à gauche ou cette personne qui est déjà une superstar dans son domaine. Donc ça, c'est bien important de le garder en tête. On a tous une histoire intéressante à raconter ou en tout cas des choses, intéressantes à mettre, que ce soit sur le papier ou, en vidéo ou en audio ou peu importe. La deuxième chose, en fait, qu'on a noté, c'est que du coup, à partir de là, il a commencé vraiment à écrire ses propres histoires et à les soumettre, à l'époque dans des revues. Donc il y avait plein, en fait, de sortes de revues, de magazines un peu de fiction. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup aujourd'hui, mais puisque maintenant avec internet, c'est vrai que le net a quand même, bien, disrupté la presse écrite, les magazines spécialisés. Mais en gros, il y avait pas mal de magazines, justement où il y avait plein de nouvelles, plein de petites histoires, qui s'enchaînaient et il cherchait vraiment à se faire publier là-dedans, en fait. Et son truc, ça a toujours été un peu la fiction, l'horreur et toutes ces choses-là. Et en fait, ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur le prix minimum viable, je trouve, parce qu'à un jour qu'il arrive à vendre sa première nouvelle et enfin, il la vend quelques dollars, quoi. Vraiment rien qui permet de payer, quelques factures. Enfin, tu t'achètes genre 2 kebabs et c'est fini, tu as gagné ce que tu avais gagné, quoi. Et en gros, ça revient un petit peu aussi au point que tu avais évoqué avec le prix minimum viable. C'est-à-dire que l'important, en fait, c'est pas le montant que vous allez obtenir, la première fois que vous allez vendre quelque chose, c'est juste vous faire ce switch mental, de vous dire: «OK, on peut payer pour mon travail, on peut l'acheter». Et c'est ce truc un peu, tu vois, enfin, tu sais qu'il y a des gens qui vivent de telle ou telle chose. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui vivent de YouTube ou qui vendent leurs prestations ou qui vendent leur savoir-faire ou qui vendent de leurs livres. Mmh. Mais tant que toi, tu l'as pas fait, tu sais, ça reste un peu obscur, quoi. Tu sais pas trop comment ça marche, comment est fait le système, et cetera. Ça t'a fait quoi, par exemple, toi, de vendre un jour ta toute première prestation, par exemple, à ton nom ou la toute première chose que tu as faite? Ouais, je sais pas si j'ai vraiment eu un déclic parce que les premières prestations que j'ai fait en rédaction web, c'était pour l'entreprise, au sein de laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études, donc j'étais déjà engagé avec eux. Mais effectivement, lorsqu'ensuite j'ai commencé à être, rémunéré pour, par exemple, corriger des textes, au début je faisais ça, je corrigeais la grammaire et l'orthographe de textes et je démarchais, d'ailleurs, moi-même, mes clients en les contactant à partir de leur site web en disant: «Bah, voilà, il y a des fautes, d'orthographe sur votre site web, ce serait mieux s'il y en avait pas pour vos ventes et pour votre image». Et effectivement, lorsqu'on voit que, bah, quelqu'un, même si c'est quelques dizaines ou centaines d'euros pour commencer, je veux dire plutôt dizaines d'euros, on se dit: «Ah waouh!» Ça paraît, ouais, presque magique de se dire que on peut, effectivement, vendre ce qui est facile pour nous. Tu vois? Et qui est, finalement un challenge pour l'autre. Donc, ouais, je me souviens effectivement de cette sensation-là, quoi. Est-ce que toi, Sébastien, tu as eu quelque chose de similaire lorsque tu as vendu tes premières, que ce soit des formations, parce qu'il y a aussi des formations, toi, que tu vends ou tes prestats, quoi? Je pense que la première chose que j'ai vendue, c'était une soirée à l'époque où j'avais, ma web télévision. On avait été payé genre 100 balles pour animer toute une soirée. Aujourd'hui, tu vois, ça paraît absurde parce que on a vraiment déplacé plein de matos. On était 2, on y a passé mais des heures et des heures, moins 6 à 8 heures dans la journée à se faire ça. Et en gros, ils avaient invité un mec, qui était un peu connu, qui avait quelques followers sur les réseaux sociaux pour animer le tournoi, là où on était. Et le mec a pris 500 balles, il est venu en retard, il est parti en avance. Enfin, tu vois? Et nous, on a été payés 100 balles alors que techniquement, sans nous, il y aurait pas eu du tout la qualité qu'il y a eu. Il y aurait ri Enfin voilà, tu vois? C'est totalement démesuré. Mais malgré tout, quand même, ça nous a fait un truc en mode, «Ah ouais, c'est possible, quoi». Des gens peuvent payer pour ce qu'on fait. Et ouais, c'était un bon déclencheur, je pense, là-dessus. C'est un peu, ouais, bah, comme sinon, en parallèle à faire aussi quand tu reçois ton tout premier salaire, tu vois? Tu jamais été payé dans ta vie et que ce soit un salaire de stagiaire ou un vrai salaire, ça te fait bizarre, quoi. Tu es en mode: «Ah ouais, la vie change tout d'un coup», tu vois? C'est que Ouais, ouais, tu ouais. plus trop ces questions-là, heu ah ouais, j'ai genre 20 € d'argent de poche, comment je fais pour avoir 40 €, quoi? Tu vois, c'était un peu ça, les choses changent pas mal à ce niveau-là, quoi. Dans tous les cas, le conseil, ici de Stephen King, c'est voilà, quand tu vends ta première nouvelle, c'est que tu as déjà fait un grand pas, en fait. Tu es arrivé à intéresser des gens. Et en fait, la première marche est difficile, mais après il va en vendre d'autres par la suite. Il va continuer, ça va le motiver et il va pas s'arrêter là, en fait. Et c'est vraiment cette constance qui lui a permis, d'arriver à différentes étapes. Et puis, notamment un jour, il arrive à avoir une avance, pour, un livre sur lequel il était en train de bosser. Il faut savoir que, heu,
ce livre, euh, ce manuscrit, donc il rédigeait ça sur sa machine à écrire, hein, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça. Euh, En fait, il aimait pas ce qu'il était en train de faire. Il trouvait que c'était un peu creux. Il savait pas trop où il allait. Et donc, il a tout pris, il a tout foutu à la poubelle. Et un jour, sa femme voit la boule de papier un peu dans la poubelle. Elle prend, elle le lit, elle lui remet sur son bureau. Et elle lui dit genre, tu tiens vraiment quelque chose, quoi. T'arrêtes pas là-dessus. C'est bien ce que tu as fait. Il faut que tu continues. Et donc, il arrive à recevoir une avance par rapport à ça pour continuer le livre. Je crois qu'il reçoit quelque chose comme $2 500. Et puis un jour, il se fait appeler, il a alors 27 ans, il reçoit un appel et quelqu'un qui lui dit: «Bah, écoute, il y a un éditeur qui veut acquérir les droits de ton livre Carrie et on te propose, $400 000 quoi». C'était un truc de ouf, quoi, pour lui, quoi. C'était, enfin, sa vie tout d'un coup était totalement différente et je crois qu'à un moment dans le livre, il dit, juste avant ça, il en parlait un peu avec sa femme, il disait: «Bah, les plus grands montants pour acquérir généralement des droits d'auteur, des fois ça va jusqu'à, ça peut aller à $60 000. Donc voilà, c'est cool et sa femme n'en revenait pas, elle était en mode $60 000, mais c'est énorme et tout et là, le mec il reçoit 400 000 pardon, à 27 ans et je pense que c'est un peu là où on peut dire que, bah, finalement, heu, Pike, justement, vendre sa première nouvelle, bah, une fois que tu as fait ça, il y a un avant et un après, quoi, dans ta vie. Clairement. Clairement, ça bascule. Mmh. Ouais, tu deviens professionnel, pour de vrai, Ouais, quoi, ouais. et puis même, en fait, tu sais que, bah, 400 000 c'est pas tout le monde qui les gagne, comme ça à 27 ans et tu sais que, bah, ouais, tu as vraiment mis, tu de quoi mettre de côté, t'as de quoi vraiment changer ta vie, ton style de vie, surtout qu'ils étaient dans un style de vie très, bah, précaire, en fait. Parce que, les écrivains, il faut savoir, je crois qu'il y a 5 d'écrivains, aux États-Unis qui en vivent. Il y en a une cinquantaine en France ou en francophonie, je crois qu'ils vivent aussi purement juste de l'écriture. Donc il y a un appelé pour, des centaines et des centaines, enfin voilà, de centaines de Il y a personnes, quoi. Ouais, 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 c'est hyper, hyper difficile de percer comme on dit, quoi. Il vend du coup Carrie, du coup, 400 000 et donc c'est là où vraiment, il peut se dire que sa carrière est bien en place et que c'est bon et il va continuer après à écrire, toute sa vie. Il va être très, très productif et dans cette partie-là, bah, il va parler de pas mal de choses. Il va parler notamment aussi de son alcoolisme et de ses problèmes liés à l'alcool et comment il s'en est sorti. C'est un gros sujet pour lui et c'est vrai que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que moi, ne connaissant pas vraiment Stephen King, j'avais un peu cette image justement du mec un peu alcoolique, un peu défoncé, tu vois? Là-dessus et en fait, le fait de lire ça, ça m'a aussi permis de me dire: «Mais en fait, le gars, il sait que c'est un problème, il sait que c'est difficile pour lui». Voilà, c'est pas, c'est très vite fait de résumer quelqu'un, «Ah ouais, c'est bon, il boit et c'est fini», tu vois? C'est un peu l'effet média où les médias, tu vois, ils vont trash talk Mmh. quelqu'un sans Complètement. chercher vraiment à comprendre quoi que ce soit. Donc c'était assez intéressant aussi d'avoir un peu sa version des faits et ce qu'il en pense par rapport à ça. Et voilà, et si on peut terminer vraiment ce court résumé sur sa vie, hein, on allait très vite là-dessus parce qu'on pense que c'est pas le cœur de l'épisode, mais il y a vraiment quelque chose qui va dire et redire, c'est que, bah, sa femme, c'est clairement, son pilier à lui, quoi. Par exemple, le papier de Carrie dans la poubelle, c'est elle, quoi. C'est-à-dire que, potentiellement, sans elle, il serait peut-être passé à côté de pas mal de choses. Sa femme comprenait vraiment, ce qu'il cherchait à faire parce qu'elle-même écrivait et donc du coup, c'est vraiment il y avait une complicité là-dessus. Elle lui faisait confiance, même s'il gagnait peu d'argent et que c'était pas facile, elle était là pour le soutenir, quoi, là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était très important pour lui, qui lui a permis vraiment de rebondir. C'est un petit peu son lecteur idéal, dont on va reparler un petit peu, après. Et sur lui, il faut vraiment quand tu as quelqu'un vraiment à tes côtés qui est à ce niveau-là, de ouais, qui est ce niveau-là un peu ton partenaire numéro un en quelque sorte, ça change tout, quoi. Donc, sur cette petite, partie sur sa vie, on va surtout passer aux conseils puisque c'est tout ça que je pense que, qui nous intéresse. Le premier conseil qu'on a lancé, Wesley, c'est que si tu veux vraiment devenir un vrai professionnel, bah, tu dois prendre ça au sérieux. Eh oui, absolument, mon cher Sébastien, et prendre ça au sérieux selon Stephen King, c'est, s'asseoir chaque jour, là je me fais attaquer par le chat, c'est s'asseoir chaque jour à, son bureau pour écrire, 2 000 mots. C'est le quota qu'il s'est fixé pendant une bonne partie de sa carrière. Je crois qu'aujourd'hui, il est passé à 3 000 mots par jour, et il ne fait rien d'autre tant qu'il n'a pas écrit, son quota de mots. Donc je crois que c'est vraiment,
C'est pas forcément le fait de faire énormément, mais c'est le fait de faire chaque jour. C'est la régularité et un professionnel finalement, ce qui le différencie d'un amateur, c'est qu'il va à l'entraînement, qu'il le veuille ou non. Il y va pas seulement lorsque ça lui chante. Ouais, exactement et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'applique pas mal, en fait, depuis que parce qu'en fait, on m'a parlé de ce livre et des conseils, autour, avant que je le lise. Donc je savais un petit peu de quoi il allait parler et notamment, j'avais pas mal entendu, bah, ce truc un peu connu, tu vois, des 3000 mots que tu fais le matin. C'est un peu sa façon son moment où il travaille le matin et c'est la première chose Mmh qu'il fait. Il considère que sa journée n'est pas finie tant qu'il n'a pas fait ses 3000 mots et moi, c'est quelque chose que j'applique, certaines parties enfin, quand je peux, assez religieusement, quand je suis vraiment en mode, je dois créer du contenu. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, c'est ça, quoi, c'est penser à mon contenu et le faire. Wesley, toi, je sais pas si tu fonctionnes comme ça avec, la musique, parce que c'est quelque chose qui peut s'apparenter à plein de domaines. On pourrait aussi se fixer, par exemple, un je sais pas, comment on pourrait, par exemple, appliquer ça dans un domaine autre comme la musique, par exemple, selon toi? Ouais, c'est la musique, c'est plus difficile à mesurer parce que, tu vois, tu sais quand, voilà, tu as ton compteur de de mots intégré ou à l'époque, voilà, je sais pas comment il faisait avec sa machine à écrire, mais tu peux facilement savoir combien de mots tu as écrit ou combien de pages tu as écrit. Pour la musique, en revanche, ton morceau, il dure une certaine durée, il dure une certaine durée. Merci Wesley. Mais, tu vois, il va durer par exemple 3 minutes 30. Ensuite, c'est comment tu vas le développer, l'affiner et cetera et je calcule plutôt ça en termes de temps passé et je me fixe, des objectifs qui vont être, propres à ce morceau dans cette configuration, Mmh. à ce moment-là. Par exemple, bah, là, il faut que j'étoffe la mélodie ou il faut que j'écrive les paroles ou j'ai envie d'ajouter, des percussions, heu, pour avoir à la fin de la journée, pouvoir dire oui ou non je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Heu, donc j'ai un peu des 2 quoi. Je vais avoir, un nombre d'heures passées et également, avoir des keystones comme on pourrait dire en anglais, c'est-à-dire vraiment des étapes, à franchir, à atteindre, tu vois? Des balises à franchir. Mmh mh. En fait, de manière générale, je pense que ce conseil, on peut vraiment le prendre. Qu'est-ce qui te permet de te dire que tu as accompli quelque chose de ta journée ou que tu peux te coucher et te dire, «C'est bon, j'ai réussi à j'ai avancé», dans tous les cas dans mon projet. Hier, par exemple, j'ai un exemple très concret là-dessus, hier, je suis revenu d'une prestation plus tôt et donc j'ai mangé et puis je fais, la petite sieste, tu vois, traditionnelle parce que genre j'étais un peu fatigué et j'avais vraiment, un peu la flemme de retourner travailler, tu vois? Et puis à un moment, je me suis bougé le cul, je me suis dit: «OK, s il faut que tu as un montage à faire, ta vidéo, elle doit sortir, demain. Si tu es pas capable de faire ça, de juste aller te lever, de faire ton montage, qui va te prendre, 1 heure ou 2 heures, bah, c'est même pas la peine d'essayer de vivre un jour de ce que tu veux, enfin de ton contenu ou autre». Donc c'est vraiment des moments, tu vois, où ah, tu te bouges un peu le cul, quoi, et tu te dis: «Qu'est-ce qui fait que ma journée, en fait, j'aurais avancé réellement sur mon projet?» Et ça, je pense que ça fonctionne vraiment, que ce soit, que vous ayez un job à côté, ou pas. Parce que Stephen King, au début, il était pas professionnel, hein. Il écrivait même dans sa laverie où il travaillait. Il devait jongler entre le métier qu'il avait, qui était un job totalement alimentaire et sa passion et c'est de passer cette étape de: «Ah, c'est OK, c'est bon, je vis de ce que je fais», quoi. Autre, conseil, c'est que notre perception du travail est souvent erronée par rapport au lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, selon lui, si tu arrêtes de rédiger juste parce que c'est difficile, bah, c'est une mauvaise idée et qu'il faut continuer même quand on n'a pas envie. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, on peut, être en train de créer quelque chose et de se dire: «Pouah, c'est nul quoi, j'y arrive pas, ça ressemble à rien, enfin, ça mène nulle part quoi, ça n'a aucun sens». Et que c'est là où en fait, c'est un moment qui est difficile parce que à nos yeux, ça n'a aucun sens puisqu'on a un certain standard, certains critères, on va dire, de qualité. Mais aux yeux du lecteur, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, qui peut passer. Et c'était le cas justement, bah, typiquement avec son roman Carrie, puisqu'il lui-même l'achetait à la poubelle et que s'il n'y a pas eu sa femme là-dessus, le truc aurait été broyé et ces 400 000 $, il les aurait jamais gagnés, en tout cas de cette façon-là, quoi. Euh, Mmh mh. Toi, Wesley, comment tu fais justement dans ces situations-là où tu sens que ta musique, ah, ça tourne en rond, tu arrives pas à arriver où tu veux, c'est quoi un peu ton truc pour te sortir un peu de ça? Bah, ouais, tu me prends un peu de court, j'ai pas vraiment de truc pour me sortir de ça. Heu, Au pire, je vais, bah, faire, commande Q sur mon MacBook et fermer le logiciel Pro Tools et aller faire un break. Mais de manière plus générale et j'ai envie de dire, je me pose davantage cette question, en ce moment que voilà, en période de préparation de mon 1er album.
C'est, quel musicien j'ai envie d'être et quel est c'est quoi le cœur de ma musique? C'est quoi que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être connu pour quel style de musique? C'est quoi ma patte? Tu vois? Mmh. Moi typiquement le dilemme que je vais avoir heu, c'est pas que je vais trouver le morceau, nul, c'est plus que je vais avoir plein d'idées et je vais pas arriver à lui trouver vraiment une direction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et parfois effectivement je vais tourner en rond, je vais dire: «Ah, il y a la configuration A, il y a la configuration B et la C qui sont possibles, laquelle je choisis?» Et je pense que parfois aussi, faire un break, et bosser sur un autre projet en parallèle, si on en a plusieurs, moi je bosse sur plusieurs morceaux en parallèle, alors pas 45 non plus, mais tu vois, j'en ai 2 ou 3. Ça peut faire du bien aussi et de revenir à l'endroit où on est bloqué, le lendemain. Voilà, mais on va pouvoir développer, dans les points suivants effectivement le fait aussi d'écrire, heu, on écrit pour le plaisir, mais d'écrire aussi pour les autres et pour l'œuvre en elle-même, tu vois? Faire Mmh. une belle œuvre, plutôt que écrire juste pour sa propre gratification instantanée. Heu, un petit peu comme voilà, les mecs qui ont construit des pyramides, ils se sont pas dit: «Ah, c'est trop dur, on va arrêter, machin». Ils croyaient en quelque chose de plus grand. Ouais. Ils sont pas arrêtés au bout de leur propre nez. Mmh. Donc c'est un peu ça l'idée, je pense, aussi derrière. Alors, c'est même en fait ce qui différencie vraiment un pro, d'un amateur en fait. C'est que souvent en amateur, bah, si tu écris pour le plaisir, purement pour le plaisir, et que tu penses pas forcément, à ton lecteur ou que si c'est difficile, tu arrêtes et tu te mets pas de contraintes, bah, c'est tout à fait OK. Mais par contre, tu sais que voilà, c'est quelque chose, bah, tu vas rester, amateur puisque au final, si tu veux être écrivain dans ce cas-là, c'est un peu, tu rentres quand même dans un contexte économique, quoi. C'est-à-dire que tu dois écrire pour que les gens achètent le truc parce qu'ils aiment ce que tu fais. La musique, c'est pareil et tout est comme ça, en fait. Et c'est quelque chose, qui est parfois, je pense, un peu difficile à accepter parce que, bah, l'art, c'est quand même très personnel, d'une manière générale. Mmh. La création, c'est personnel et en même temps, il Subjectif, faut ouais. Mmh. ouais, c'est ça et en même temps, il faut pouvoir, le rendre, dire, accessible au plus grand nombre, en tout cas, aux personnes qui t'intéressent et que ça rentre dans un cadre économique, quoi. Autre conseil là-dessus qu'il donne, c'est de trouver vraiment son lecteur idéal. Ça fait la transition justement, effectivement du point précédent. Hem, c'est hyper important, de connaître son audience et même, encore plus précisément, d'écrire ou de composer ou de créer pour une seule personne. En marketing, c'est ce qu'on appelle, l'avatar ou le persona, hein, c'est ça, Seb? Ouais, exactement, c'est, l'avatar ou le persona. Il est conseillé, en fait, d'avoir, même, quand tu composes ou que tu crées quelque chose, le conseil, ultime, on va dire vraiment si tu veux pousser le truc à l'extrême, c'est que tu te poses une photo de la personne devant toi, quoi. Et en fait, hem, mécaniquement, tu vas être plus persuasif, plus impactant, quand tu parles à une seule personne que quand tu parles à une foule. Parce que quand tu es devant une foule, par exemple, tu vas essayer de mettre les formes, tu auras peur de blesser, tu auras peur de la critique ou autre. Alors que quand tu parles à un ami, par exemple, bah, là, tu vas être cash, là, tu vas être direct, là, tu vas dire vraiment, ce que tu penses, quoi. Tu vas être sans filtre et c'est ça l'authenticité, en fait. C'est ça qu'on recherche en général qui fait que quelque chose peut se démarquer. Parce que sinon, c'est plat, tu sais, il y a pas vraiment d'intérêt, là-dessus. Lui, son lecteur idéal, c'était sa femme, en fait. C'était, avant tout, à elle qui faisait tout lire, en avant-première, en quelque sorte et il observe vraiment ses réactions. Quand il pensait à, par exemple, à des blagues ou autre, il essayait, vraiment, il pensait à sa femme en train de rire, par rapport à ce qu'il allait dire, quoi. Hem Et même, après quand il la faisait rire, il regardait, tu sais, il ziotait sa femme pour voir si elle rigolait au moment où elle pensait où il avait écrit justement ses punchlines. Donc des fois, elle se marrait et des fois pas du tout, tu vois? Donc c'était assez marrant là-dessus. Hem, Comment est-ce qu'on peut trouver du coup son lecteur idéal selon toi? Ouais, son cobaye de laboratoire. Il y a plusieurs manières, soit c'est un proche, effectivement, un conjoint ou quelqu'un de sa propre famille ou un meilleur ami. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça dépend parce que, il y a peut-être l'affect qui peut jouer. Elle était écrivain, en l'occurrence, sa compagne et bon, on va pas enfin, ça a l'air de bien marcher pour lui, étant donné, là où il se trouve aujourd'hui. Mais, Surtout elle était cash et très, très sincère là-dessus. c'est ça qui est très important. Mais effectivement, son lecteur idéal, c'est ouais, peut-être dans ton audience déjà existante, si tu as des personnes qui adorent ton contenu et qui sont également sans filtre et qui veulent que ton contenu soit encore meilleur, et qui vont pas avoir peur de te faire des retours, cash, mais bien développés aussi. Pour moi, ton lecteur ou on va dire ton auditeur ou
ton avatar idéal, a priori, c'est déjà quelqu'un qui aime ce que tu fais, quoi. Mmh. Ouais, effectivement, si vous avez déjà eu des clients avec qui ça s'est pas déjà super bien passé ou des personnes à qui vous pensez lorsque vous avez, mis sur place votre œuvre, bah, c'est clairement quelque chose que vous pouvez mettre en place, quoi et le soumettre justement à ces personnes-là, avoir leur retour. Dans tous les cas, c'est très important d'avoir, justement un peu du feedback, mais pas de n'importe qui, parce que tous les feedbacks ne se valent pas. C'est quelque chose, qui développe longuement, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir du feedback juste pour avoir du feedback. Il faut du feedback de gens qui comprennent ce que vous faites, de gens pour qui s'adresser. Parce que sinon, bah, ouais, tu te trouves vite noyé un peu dans les conseils. On en avait parlé dans un épisode, hein, c'était un des premiers sur, le bruit ambiant, en quelque sorte, Wesley, je me Oui, souviens. absolument. Donc, allez l'écouter si ce n'est pas fait. Autre, point là-dessus, c'est dès que plus tu pratiques la lecture et l'écriture, plus en fait tes propres paragraphes vont un peu heu, se former d'eux-mêmes, en fait. Donc appliqué à votre domaine, c'est un peu regarder, s'inspirer d'autres médiums, principal, être un peu dans le flow. Ouais, c'est, exactement ça. Il y a une citation magnifique de Stephen King, je la traduis, grossièrement en français, c'est, heu, lorsqu'on écrit des mots, ces mots deviennent assemblés les uns aux autres deviennent des phrases qui, assemblées les unes aux autres, deviennent des paragraphes et lorsqu'on est, dans le flow, à certains moments, lorsqu'on on est vraiment dans l'exercice de notre œuvre, ces paragraphes commencent à bouger et à respirer et c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est, hem, d'avoir la structure en tête et d'en faire un peu une seconde nature, tu vois? C'est cette compétence qui va devenir ensuite inconsciente, c'est-à-dire on sait, bah, voilà, écrire, on maîtrise les règles de notre art, quel qu'il soit ou de notre, activité créative et ensuite on se préoccupe seulement de la composition et d'être créatif, plutôt que encore une fois de revenir aux règles, parce que ça bloque la créativité et c'est ça qu'il voulait dire, j'imagine, Stephen King, c'est ne vous préoccupez pas, de, savoir quel va être, le début de votre paragraphe et quand va être la fin de votre paragraphe. Il y a des paragraphes qui peuvent être, longs d'une phrase et des paragraphes qui peuvent être, longs de plusieurs pages. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser couler, heu, enfin de recevoir ces idées et les coucher sur le papier et ensuite, dans un deuxième temps, on va pouvoir revenir, on en reparlera après, dessus pour éditer ce qu'on a écrit et le mettre au propre. Oui, d'une manière générale, en fait, c'est aussi cette idée de baigner vraiment dans son univers, quoi. C'est-à-dire que si tu lis, tu écris beaucoup, forcément, tu vas avoir, tu vas vraiment être dedans, quoi et lui, il écrit tous les jours. Vraiment, je crois qu'il ouais, il y a très, très peu de jours où il fait des pauses, où il prend des vacances, peut-être, à la fin de gros projets, mais vraiment, il écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps et du coup, il est vraiment justement dans ce flow-là. Il a pas le temps de se poser, 1000 questions, sur la critique. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que machin? Est-ce que si? Beaucoup d'excuses que nous, on se pose, généralement. Il y a un peu ce concept aussi, dont je pense qu'on pourra parler un jour dans un épisode, de désacraliser un peu sa création, tu vois? En gros, l'idée c'est, quand tu quand tu fais ton premier morceau, par exemple, que tu réalises ton premier morceau sur Spotify, pour toi, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois? C'est vraiment le truc, waouh, Mmh mh. tu l'as fait et tout, c'est ton morceau ou c'est ta vidéo ou c'est ton article, c'est ton podcast ou peu importe, tu vois? Et en fait, l'idée, si tu veux vraiment réussir, je pense à être, productif là-dessus, bah, c'est de désacraliser, de te dire: «OK, j'ai sorti une vidéo, je passe tout de suite à la suite, quoi. Je la regarde pas, 50 fois, et j'arrête de m'éveiller, là-dessus» et cette étape est hyper importante, je trouve pour se lancer vraiment dans un domaine comme ça. Ouais, tout à fait d'accord. Autre point, qu'il me dit, c'est que justement lui quand il commence un projet, bah, il va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va vraiment continuer le projet, justement il va pas prendre de pause, là-dessus. Parce que sinon il trouve que ces personnages de son histoire, bah, vont justement ressembler à des personnages plutôt qu'à de vraies personnes, qui vont un peu s'écailler, qui vont perdre de l'élan. En gros l'idée, hem, il essaie de faire en sorte dans ses histoires que les personnages de l'histoire, ce soit comme vous, comme moi, en fait, des gens qui auraient des interactions logiques avec, l'univers qui les entoure, des gens qui ont des raisonnements rationnels et cetera, et pas finalement des choses qui, sont un peu, des trucs que tu vois que dans les films, par exemple. Ouais et d'ailleurs, il dit beaucoup qu'il s'inspire de la réalité, hein. Ces personnages, il les crée à partir de personnages réels et
Et l'idée, c'est ça, c'est que, bah, son histoire, soit plus vraie que nature, quoi. C'est vraiment ça et pour, entretenir ce réalisme, ben, tu as besoin d'être en immersion dedans, toujours dedans. Hem et c'est pareil effectivement, moi je le vois dans ma musique lorsque, je compose. C'est bien de faire des breaks de temps en temps et de prendre du recul, mais ça, c'est plus vers la fin lorsque je suis plutôt à l'étape de, heu retravailler le mix et faire en sorte que ça sonne bien et encore une fois, on en parlera un peu plus tard. Mais, mais lorsque tu bosses sur ta V2 en quelque sorte, heu, mais lorsque tu es vraiment au début de ta création et au milieu, tu as besoin d'être fully immersed, c'est-à-dire pleinement, dedans quoi, en immersion et de ouais, de respirer ça, de vivre ça au quotidien, d'écouter d'autres morceaux aussi. Moi, je le vois, par exemple, en ce moment, j'essaie de faire un morceau un peu, électro zouk et bah, j'écoute du zouk, je vois un petit peu comment c'est fait, je dis: «Ah ouais, ils ont tel élément», je regarde des tutoriels et je me mets en immersion dedans, vraiment comme quelqu'un qui a toujours fait du zouk dans sa vie, tu vois? Mmh. Ouais, je vois tout à fait. À un moment, il y a une anecdote assez marrante dans l'histoire où il raconte un peu sa vie. Il explique en gros, il se retrouve un peu dans le journal du lycée quoi, un peu malgré lui, dans, la rédaction du journal de son lycée et qu'il était avec un gars à un moment, qui était là juste pour une seule raison, c'est qu'en fait, il y avait les toilettes des filles juste à côté et en fait, le mec, fantasmait totalement là-dessus et disait, «Putain, si j'avais une hache un jour, je vais ramener une hache et je vais faire un trou dans le mur, et je les verrai et tout ça avec leurs jupes, machin». Enfin, le mec était totalement taré, quoi et puis il répétait tout le temps: «Avec une hache» et en fait, il faisait référence, du coup, là-dessus à ça lui aspirait carrément pour son livre sur Shining où effectivement, tu as le gars qui découpe, à un moment, je crois que c'est une porte avec une hache et tout. Enfin, voilà, c'est un peu le délire là-dessus, c'est que il fait vraiment en sorte que même si c'est dans un monde un peu d'horreur ou autre, enfin une histoire d'horreur, ouais, ces personnages sont inspirés de personnes qui, hem, parfois ont déjà existé ou des choses des références qu'il a eues dans sa vie personnelle ou à lui-même, voilà. Donc c'est un petit peu, l'idée là-dessus, quoi. Ouais, d'ailleurs, on entend des coups de hache derrière moi peut-être? Ouais, effectivement, ouais. Je ne sais pas. C'est les voisins qui font des travaux? Ouais, je sais pas, ils ont dû lire Stephen King. Ah ouais, c'est assez terrible. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. On s'est dit: «C'est une bonne idée d'enregistrer chez moi», alors qu'en fait, tu as le chat qui essaie de t'agresser à peu près toutes les 5 minutes, et les voisins qui ont décidé, de faire les travaux les plus bruyants du monde, juste aujourd'hui. Donc c'est parfait. Oui, oui. C'est aussi ça, la vie dangereuse de podcasteur. Voilà. Autre conseil, c'est la mission justement de l'écrivain, c'est un peu de reconnaître, bah, quand une idée est bonne, et l'idée d'aller là où le livre te demande d'aller. C'est un peu philosophique, Wesley, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ouais, bah, ça résonne vraiment en moi, parce que j'étais en studio, comme tu le sais et comme vous le savez, il y a quelques semaines et lorsque j'étais en studio avec, bah, 2 musiciens, c'est ce qu'on se disait, en fait. Lorsqu'on crée la chanson ensemble, on se disait: «The song asks for it». Je traduis, c'est la chanson demande telle chose. Par exemple, elle demande d'ajouter des paroles ici ou de les enlever à tel endroit. Elle demande, de respirer. À certains moments, c'est trop chargé, donc on a besoin d'enlever des éléments. Donc c'est pas faire les choses qu'on a purement, par plaisir, envie de faire, mais c'est faire les choses qui sont les plus logiques, mais je sais pas si c'est le mot logique, mais qui sont les plus, comment dire? Réalistes et les plus en phase avec l'univers qu'on développe. C'est vraiment ça, en fait et je pourrais encore une fois développer un peu plus tard là-dessus, mais le feedback que j'ai reçu sur ma musique, un des meilleurs feedbacks, c'est justement, trouve une idée et tiens-toi à cette idée, quoi. Reste là-dessus, plutôt que de vouloir encore une fois, mettre toutes les couleurs parce que tu dis: «Ah c'est cool, j'ai du fluo, dans ma palette, donc je vais mettre du fluo parce que c'est cool». Non, garde les couleurs qui sont, heu, propres à l'histoire et qui vont la rendre, cohérente du début à la fin. Voilà, donc ça demande un petit peu d'entraînement, hein, quelqu'un qui débute dans un art ou dans voilà, de la création de contenu. Voilà, quand on débute, bah, c'est normal, on découvre, la technique et la théorie et la pratique. Mais ensuite, c'est important, encore une fois, de savoir faire la part des choses entre son plaisir et OK, mon lecteur idéal, qu'est-ce qu'il veut? Et l'histoire, où est-ce qu'elle doit s'orienter, quoi.
Autre conseil aussi, qu'il donne, c'est, à un moment, il parle un peu hem, de l'excuse de se dire: «Ah si j'avais ça, si j'avais ci, si j'avais ça, j'arriverais vraiment à produire tout le temps, quoi». Tu vois? Genre, si j'avais, une meilleure caméra, un meilleur micro, je ferais des meilleures vidéos ou si j'avais, un clavier, par exemple, pour ma musique, là, vraiment, je sens que j'atteindrais un nouveau stade. Heu, En fait, l'idée de ce truc, c'est que tu peux vraiment, en fait, c'est une excuse souvent, quoi. Tu peux, tout le temps vouloir désirer de nouvelles choses, mais en réalité, souvent, les choses que tu décris, par exemple, si j'avais un lieu dédié pour la création ou autre, bah, c'est des choses que tu peux faire, bah, à partir du moment où tu deviens professionnel. À partir du moment où, par exemple, tu peux te payer un local, un bureau, avoir une pièce dédiée là-dessus. C'est uniquement si tu commences à prouver en fait et réussir, à avoir des résultats là-dessus et on a souvent tendance, moi c'est quelque chose qui me fait encore défaut parfois aujourd'hui, on a souvent tendance un peu à vouloir griller les étapes et à essayer tout le temps de tout suroptimiser alors qu'en réalité, bah, ce qu'on doit faire c'est simple, c'est produire, c'est créer, et que c'est que ça qui a de la valeur quoi et au final, quand tu regardes la plupart des gens qui, heu, ont réussi un peu dans leur domaine, bah, ils ont commencé de manière simple. Ouais, quasiment toujours, ouais. C'est quelque chose toi qui t'est arrivé déjà? Moi, je pense que je suis pas trop, j'ai pas trop ce syndrome d'avoir le dernier, micro pour enregistrer ma voix ou, le dernier clavier à la mode. Hem, donc j'ai pas trop de difficultés avec ça. J'arrive à créer avec ce que j'ai, autour de moi et j'ai remarqué, voilà, j'ai des potes qui font de la musique aussi et ils ont beaucoup plus de plugins que moi, beaucoup plus de samples. Ils ont des gigas et des gigabits de musique ou voilà, de matières premières et pour autant, enfin, ils en utilisent quasiment rien quoi, une partie infime. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée aussi du recyclage, c'est-à-dire bah, trouver un peu sa patte, son univers, un peu comme un cuisinier qui va être spécialisé, tu vois, un grand chef qui va être spécialisé dans la cuisine d'une partie du monde, tu vois, ou qui va savoir travailler tel type d'ingrédients. Il va vraiment avoir sa palette de couleurs. Bien sûr qu'il peut l'agrandir, mais à partir d'une palette relativement simple, tu peux déjà faire beaucoup de recettes. Et j'aime bien cette idée, si c'est peut-être plus visuel pour les gens qui nous écoutent, c'est se dire: «OK, j'ai ma palette de couleurs, elle est limitée, mais si j'ai du jaune, du bleu, du rouge, du vert, je peux déjà faire pas mal de choses» et on verra ensuite pour, le violet et l'orange. Je pense effectivement que la contrainte, permet d'avoir de la créativité aussi. C'est-à-dire que tu as pas tout Mmh, accès à absolument. disposition. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je créais plein de choses, plein de vidéos, plein de visuels sur mon ordinateur, mais vraiment j'avais 6 ans, quoi. Je me posais pas des questions, en fait. J'explorais les logiciels, je regardais ce qui était possible. Quand j'avais pas les bons outils, je les créais. Voilà, je me posais jamais les questions, en fait. Je faisais tout le temps avec ce que j'avais. J'avais pas Photoshop, par exemple, pour mes visuels et des trucs tout bêtes, mais par exemple, je pouvais pas faire d'images avec des fonds transparents et donc à partir de là, bah, sur le web, ça posait pas mal de problèmes, quoi. Tu étais quand même malgré tout limité et ça m'empêchait pas vraiment de créer. Aujourd'hui, bah, j'ai été pas mal victime du truc: «Ah ouais, mais si j'avais ça, si j'avais ça, si j'avais ça». J'ai un peu perdu ce truc, tu vois, de créer avec ce que j'avais, là-dessus parce que quand tu commences à acquérir un peu de confort, un meilleur micro, et pas mal de choses qui t'aident un peu là-dessus, tu peux avoir tendance à rentrer là-dedans, à rentrer un peu dans ce piège et à vouloir tout le temps en avoir plus. Je me souviens, pour faire un petit parallèle, que, le jour où Instagram, par exemple, a annoncé que, ils arrêtaient justement les formats, uniquement carrés. Avant, on pouvait publier que des photos, vraiment, totalement carrées là, tu vois? Et quelqu'un un jour avait dit: «Ouais, mais c'est dommage parce que c'était l'essence d'Instagram et justement c'est ça, c'est la contrainte de la photo fait que tu te forces à faire une photo qui rentre dans un format carré, quoi». Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi avant. Et donc vraiment essayons de, hem, OK, on a déjà plein de choses, à disposition. On a quasiment tous un ordinateur aujourd'hui, on a tous la possibilité de faire pas mal de choses. Finalement, on a aussi tous un micro puisque les téléphones, permettent, aujourd'hui d'enregistrer correctement, de la voix. On a tous des moyens d'écrire ou autre. On n'a pas réellement de vraies excuses pour s'empêcher de créer, en fait. L'excuse ça, c'est juste une excuse et finalement on peut aller de l'avant là-dessus. Et pour rebondir là-dessus, j'ai 3 choses à dire. Heu, pour aller dans le sens d'Instagram, il y a Twitter également, 140 caractères, je crois que maintenant on est à 280 donc bah, oui, c'est une contrainte qui nous oblige à être concis. Et ce que je veux dire également, c'est parfois la contrainte est à l'origine même et l'essence même d'un chef-d'œuvre,
Je pense à certaines recettes, par exemple, de cuisine. Je sais pas si j'ai enfin, j'ai peur de me tromper, mais j'imagine peut-être le pain perdu au Brésil ou tu vois, des recettes de cuisine en France qui sont, aujourd'hui considérées comme haut de gamme. À l'époque, c'était, ce que les paysans avaient à manger et ils faisaient avec les moyens du bord, tu vois? Avec ce qu'ils avaient à disposition et aujourd'hui, c'est devenu des vraies recettes qui sont reconnues et qui sont appréciées partout dans le monde. Hem Et puis dernier exemple, c'est toi, Sébastien, tu me parlais tout à l'heure de ta chaîne YouTube iTale FR. Heu, Vous faites, l'intégralité de vos vidéos avec, bah, vos visages et des images, existantes, mais qui sont très limitées et finalement, tout est question d'angle d'attaque. Tu vois? C'est pas avoir la plus grande palette du monde parce que si tu as, des milliards de couleurs, de toute façon, tu les utiliseras jamais toutes. C'est plutôt, à partir de ces quelques couleurs, quel angle je vais pouvoir utiliser pour faire en sorte qu'on les voit différemment ces couleurs, d'un contenu à l'autre. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi finalement à ce que tu viens de dire par rapport à Ital FR qui est, effectivement un projet que j'ai à côté, où en fait le jeu n'est pas sorti. Donc en fait, on doit broder tout le temps et malgré tout, tu vois, on a vu tous nos concurrents, là pour le moment un peu, dépérir et nous on continue à sortir du contenu régulièrement et effectivement le fait que la matière première, du qui est le jeu, n'est pas là en fait, puisque le jeu n'est pas prêt, n'est pas sorti, on n'y a pas accès. Bah, nous, ça on en a tiré un avantage, c'est-à-dire qu'on a pu se positionner premier là-dessus. Parce que ouais, c'était difficile, c'était plus difficile que si le jeu avait déjà été disponible. Mais d'un autre côté, ça fait aussi qu'on a 10 fois moins de concurrents parce que vu que c'est difficile, bah, forcément, moins de gens le font là-dessus. Et ça nous a permis de prendre de l'avance. Donc, c'est assez intéressant et comme parallèle, j'y avais pas pensé. Ouais, ouais, c'est très créatif ce que vous faites les gars, bravo et c'est ça la vraie créativité. C'est pas d'avoir, l'arme nucléaire quoi. C'est de se dire: «OK, je suis dans les bois, je m'appelle Robinson Crusoe, comment est-ce que je vais pouvoir, me faire un lance-pierre ou je sais pas, un radeau?» C'est ça la créativité. Parce que si tu es capable de faire un lance-pierre, ou faire du feu, en mode koh putain, mais si on te file un bazooka, tu Ah, vas faire c'est des clair, choses il aussi. y avait un gars, à koh une fois, il était, hyper connu et tout parce que le mec, il a réussi à pêcher, je crois, je sais plus si c'était un requin, mais ou un truc de fou, quoi, avec genre juste une corde et tu dis le mec, ça c'est comme un taré, quoi. Le mec, tu vois, il rigole zéro et c'était, il a été, il s'est vraiment fait un nom avec ce genre d'action, en fait, parce que ça fait rêver, en fait. Tu dis, ouais, pour arriver à une telle prouesse, normalement, il faut plein d'ustensiles, de matériel qu'on a inventé et finalement, c'est pas faire à l'ancienne, en quelque sorte. C'est beaucoup moins faire à l'ancienne. Heu, donc ouais, c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'efficience quoi, c'est faire, autant avec moins de moyens quoi. Autre excuse aussi, qu'on utilise souvent, c'est: «Ah, si j'avais un agent, tout irait mieux». Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, moi, dans mon domaine, dans le coaching en argumentaire de vente. C'est, «Ah, si j'avais un commercial, vraiment, je sais que ma boîte, elle marcherait, quoi». Alors qu'en fait, c'est souvent une excuse. C'est l'excuse, le comment dire? C'est que tu sais pas vendre, en fait et donc le fond du problème, c'est que tu n'arrives pas à vendre et c'est pas le commercial qui va changer ça pour toi. Certes, il a des techniques de vente, mais si tu connais pas, les tenants, les aboutissants de ce que tu vends, bah, il pourra rien faire pour toi là-dessus et c'est pareil un peu pour la création, si l'idée d'avoir un agent et qu'il va tout faire à notre place, bah, en fait, on a un agent, l'agent, il s'intéresse à vous à partir du moment où vous, vous êtes intéressant. Où vous, vous avez un potentiel, financier aussi pour lui. Parce que c'est ça qui est en jeu et donc c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est un peu, qui peut un peu faire ouais, d'être dans la liste des excuses un peu, classiques et courantes, qu'on peut rencontrer. Il y a un autre point également dont il parle, c'est le fait d'écrire la porte fermée, et de corriger la porte ouverte. C'est-à-dire que quand il est dans son processus, créatif, il va vraiment s'isoler du reste du monde, physiquement évidemment, mais également, au sens figuré et mental du terme. Aujourd'hui, on a encore plus de distractions qu'avant. En plus de la télévision, on a tous les réseaux sociaux, les smartphones et compagnie et Stephen King insiste bien sur ce point. C'est L'idée, c'est de créer son propre sanctuaire, pardon, avoir sa pièce dédiée, en l'occurrence à l'écriture, mais ça peut être je pense que c'est pas forcément avoir une pièce, à proprement parler absolument, mais c'est pouvoir se, fermer les Être en écoutilles mode comme on avion, dit, quoi. tu vois? Exactement, mettre son casque et même si on est dans un environnement, partagé, vraiment faire en sorte de ne pas être dérangé et voilà, poser ses limites.
Et ensuite, lorsqu'on revoit son travail et là, on le partage aux autres et on prend les bons feedbacks, évidemment, on va ouvrir la Que porte. les gens puissent venir. Effectivement, moi, c'est vraiment une des choses que j'applique un peu religieusement maintenant et ça fait une différence, mais monstrueuse par rapport à ce que je faisais avant. Avant, je me laissais tout le temps distraire par à droite à gauche et je sais que, j'ai vraiment intégré mentalement que si je travaille pas, entre guillemets, «la porte fermée», j'arrive pas à produire quelque chose de cohérent, qui a du sens ou autre parce que je suis sans cesse dérangé. J'ai besoin vraiment de me plonger, de m'immerger dans la création, quoi, sinon ça ne marche pas. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait avec ce podcast, puisqu'actuellement, Wesley et moi, nous avons tous les 2 la porte fermée, même si, toi, dans la pièce où tu es, bah, tu es dérangé sans cesse par un animal, heu, voilà. Mais, c'est un autre sujet. Exactement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tu sais qu'avant mon bureau, moi, était dans mon salon et que j'ai dû bouger à partir du moment où j'ai eu le chat parce que, au début, je me suis dit: «Ah, c'est trop bien, je vais travailler, le chat, il va venir à côté, je pourrais le caresser», tu vois? Je me dis: «Ça va stimuler, mon esprit créatif» et en fait, il se trouve que le chat m'attaquait pendant que je travaillais. Genre, elle me sautait dessus et tout. C'est tout l'inverse. Exactement et donc du coup, un jour, j'ai pété un câble et j'ai littéralement déménagé le bureau dans ma chambre, pour ne plus avoir accès au chat parce que, sinon c'était assez terrible vu qu'elle court partout et qu'elle fait des miaous sans cesse et qu'elle réclame de la nourriture et qu'elle veut juste jouer et ben, ouais, c'était un peu compliqué, là-dessus. Là, ça va, elle est assez calme, elle est posée sur la chaise à Bon, côté de bah, moi. ça va. Elle est en mode muse, tu vois, actuellement. Ouais, le point suivant, entre la V1 et la V2, c'est-à-dire entre le premier brouillon, c'est-à-dire que vous avez, voilà, votre œuvre qui est, grosso modo, terminée. Vous avez une version que vous pouvez «montrer au monde» entre guillemets, et ensuite vous allez l'affiner pour passer à la V2, une version améliorée. Ce que Stephen King dit, c'est qu'il enlève, systématiquement, 10, peut-être plus, peut-être moins, mais en gros 10. Et ça me fait penser à cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que: «La perfection, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à enlever». Donc l'idée, c'est comment est-ce que mon œuvre finale, peut être, affinée et pas forcément minimaliste, mais Mmh. épurée, pour que chaque élément ait vraiment un impact. Chaque élément ait vraiment, hem, sa place. Et encore une fois, j'y reviendrai juste après. On va parler un peu du truc de la semaine aussi. Dans la musique, c'est ce dont je me rends compte de plus en plus. Ouais, mais et là, moi, quand j'ai lu cette partie-là sur la correction, je me suis rendu compte à quel point moi, en fait, je repassais jamais sur ce que je créais, quoi. Et je n'arrive pas trop à savoir si c'est un problème ou pas, en fait. Dans le sens où je me dis, tu vois, quand j'écris un mail ou une séquence ou autre, j'ai un peu du mal à m'auto-analyser. Quand ça marche, je suis content, quand ça marche pas, je comprends pas. En fait, c'est un peu le truc. Et c'est vrai qu'il y a pas trop de phase de relecture de mon côté. Il y a pas de juste, tu vois, je suis pas juste pour corriger, on va dire, les fautes d'orthographe ou autre, mais j'ai du mal un peu à faire cette correction, Heu, ah oui, alors du coup là, j'ai dit telle chose en trop, et je sais pas, c'est peut-être aussi lié avec, le style de création que je fais parce que, par exemple, toi, un morceau, bah, ça va peut-être te prendre un mois à faire, donc forcément, tu vas en sortir beaucoup moins. Tu vas peut-être en sortir 12 par an, alors que moi, techniquement, je dois sortir des contenus, 2 à 3 par semaine, quoi. Donc Ah ouais, donc ça fait 150 par an, entre 100 et 150 par an, en ouais, gros, donc voilà quoi. je me dis que j'ai moins le temps aussi de recorriger ça. C'est quelque chose, ouais, qui est assez intéressant, à noter, voilà, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ça dépend vraiment des standards qu'on a, ça dépend vraiment de effectivement la fréquence, la régularité du contenu. On en avait parlé, aussi dans un précédent épisode que la qualité, ça passe par la quantité au début. Donc tout dépend d'où on se positionne, où est-ce qu'on est sur la frise de notre art ou de notre, discipline. Si on vient de commencer, c'est pas du tout la même chose que si ça fait, 3 ans qu'on en fait, et c'est encore différent, si ça fait 10 ans qu'on en fait. Heu, Personnellement, je suis à un stade où, c'est important de faire de la musique, des morceaux qui soient, indéniablement d'excellente qualité. Mmh. Je vois, Voilà. d'accord. Donc la correction est vraiment, vraiment importante. Le dernier point, dont on va vous parler, c'est, écrire par plaisir et spontanéité versus écrire avec la peur ou le besoin de ressembler à quelqu'un ou de ne pas être soi-même. C'est-à-dire d'écrire avec une deadline, quelque chose, d'important à fixer. Hem, Comment est-ce que tu pourrais résumer ça, Wesley? Heu, it's a tricky question. C'est un peu une question, ouais,
tricky parce qu'on a d'un côté cette envie de créer qui nous démange et qui est intrinsèque, tu vois? On le fait par plaisir, on le fait, voilà, spontanément et lorsqu'on crée quelque chose pour quelqu'un d'autre avec une deadline et qu'on sait qu'on est payé, bah, forcément, on n'a pas le même rapport à l'art. C'est pour ça d'ailleurs que ou à la création, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que parfois le faire de manière toute professionnelle, ça peut nous couper, enfin nous casser cette passion, tu vois? Cet élan, passionnel. Mais encore une fois, l'aiguille, elle est à positionner, au bon endroit et c'est à peu près au milieu. C'est-à-dire que on part de, voilà, ce plaisir, cette spontanéité, on veut écrire par amour, on veut jouer par amour, hein. Ça me fait penser à ce concept, qu'Alexis Santin avait développé par rapport au tennis. Est-ce que tu joues par amour ou est-ce que tu joues par peur? Tu vois? Par exemple, tu sers pour le match et c'est un point, critique. Est-ce que hem, tu vas ressentir de l'amour et de dire: «OK, je le fais, je vis pleinement la chose, que j ça marche ou pas?» ou est-ce que tu vas le faire par peur, c'est-à-dire: «Ah, je ne veux pas fail», tu vois? Donc ça, c'est hyper important. Mais encore une fois, Stephen King, lorsqu'il dit ça, lui, c'est quelqu'un qui est déjà cadré et et en fait, pour lui, écrire, par plaisir et par spontanéité, c'est déjà écrire ses 2 000 ou 3 000 Ouais. mots par jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas tomber dans faut pas interpréter ça en mode: «Ouais, j'écris quand j'en ai envie et c'est Ouais, une ouais, fois ouais. par an», quoi. Parce que encore une fois, ça marchera pas. Donc oui, partir du plaisir, ne jamais oublier ça, parce que c'est toujours la base, ne jamais le perdre, mais savoir aussi, ensuite l'articuler, comme tu dis, avec les réalités du marché et de l'environnement, dans lequel on évolue, quoi, pour que ça puisse vendre et qu'on puisse, bah, en être satisfait, quoi. Ça dépend encore une fois des ambitions de chacun. Ouais, tout à fait et après il faut faire attention effectivement comme tu l'as dit, c'est que c'est un peu biaisé dans le sens où lui, il vit déjà de ça en fait et puis il sait qu'il est en place et que sa vie est faite aussi, Mmh enfin, mh. là on était dans les années 2000, il faut remettre dans le contexte aussi, c'est important d'ailleurs, tout ce livre de bien remettre aussi dans le contexte d'écriture, c'était dans les années 2000, enfin au tout début je crois des années 2000. C'était en C'était en 2000 même 2000, je je crois crois, d'ailleurs qu'il et est sorti. heu, ouais lui avait déjà réussi donc c'est aussi facile de dire que tu pas par peur mais quand tu veux vraiment essayer de vivre de ça et que par exemple tu t'es laissé c'est souvent le cas d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, une année un peu de césure ou une année de pause où tu te dis: «Vas-y, pendant un an, je bosse à fond et je vois où ça me mène et si je peux continuer, j'y vais». Ben, sans la plupart du temps, quand tu arrives à la fin de l'année, bah, tu es décalé déjà et tu es en mode, tu as tellement acquis un «luxe» entre guillemets de vivre un peu comme tu veux selon tes termes et autres, que c'est vachement difficile de revenir un peu, Mmh dans mh. l'autre sens et si tu pas encore arrivé à avoir assez de résultats pour pouvoir vivre de ce que tu fais et ben là, tu peux avoir, cette sensation d'écrire ou de créer avec la peur ou justement de voilà, de vouloir ressembler ou autre. Ouais, c'est quoi le truc, toi, que tu as retenu, le truc number one? S'il y a un seul truc que tu dois tirer de ce livre, une seule page que tu dois arracher, c'est laquelle? Ouais, alors moi, c'était un livre audio, donc je vais essayer de pas casser mon smartphone. J'ai écouté en anglais, un livre audio, c'est intéressant. Toi, tu l'as lu en français, donc on a en plus 2 versions un peu différentes. Moi, c'est le fait d'aller là où l'œuvre te demande d'aller. En l'occurrence, là, c'est aller là où le livre te demande d'aller. Dans ma musique, ça va être là aller là où le morceau me demande d'aller, heu et ajouter mon grain de sel, mais le grain de sel qui correspond vraiment au Wesley qui va créer ce morceau-là, dans ce contexte-là. Tu vois ce que je veux dire? Et pas ajouter un grain de sel de mon ego qui va dire: «Tiens, j'ai ma palette de couleurs», par exemple, tu vois? Je vais avoir des couleurs un peu classiques, du bleu, du blanc, voilà, et me dire: «Tiens, je vais mettre du rose fluo». Non, le rose fluo, je le garde pour un autre projet. Il va pas aller sur ce projet-là. Faut pas faire quelque chose juste parce que ça te fait kiffer. Enfin, en tout cas, il faut se poser la question, tu vois? Et l'idée, c'est d'aller là où l'œuvre doit aller pour elle briller à part entière, tu vois? Et ne pas être juste une résultante de ton ego. Donc ça peut paraître, peut-être subtil ce que je dis, mais c'est très important de bien comprendre ça. Même moi-même, je ne j'ai besoin de l'intégrer, tu vois? Je pense que c'est plus quelque chose à ressentir et à vivre, tu vois? Et sur lequel agir plutôt que, Ouais, à ouais. théoriser, tu vois? En fait, il faut créer, en fait, pour le ressentir et au bout d'un moment, vous le reconnaîtrez au moins. C'est Ouais, ça c'est le ça. C'est ouais, ça. OK. C'est ça. C'est ça. Et toi, Sébastien, quel est ton truc du Bah, moi, livre? ce que je me retrouve là-dessus, c'est vraiment ce concept où, en gros, bah, sa femme, c'est son pilier, quoi et que probablement qu'il serait pas au niveau où il est
sans elle, en fait. Et que derrière toute personne qui vraiment a un succès incroyable, il y a souvent quelqu'un d'autre dans l'ombre. Et d'ailleurs, il y a un moment, il le dit, il dit que quand quand il lit un livre qui est inspiré, ou d'un des personnages est inspiré par sa femme ou son homme, ou voilà, ou quelqu'un qui est dans sa vie, hein, quelqu'un de très important, il se dit un peu, ouais, cette personne, elle sait quoi. Elle sait à quel point c'est important, elle sait à quel point ça peut changer sa vie ou autre. Et c'est quelque chose, ouais, sur lequel je me retrouve pas mal, le fait d'avoir vraiment quelqu'un en qui tu peux tout partager, partager tes doutes, partager tes succès, les moments difficiles ou autres, et d'avoir ce soutien un peu constant. C'est ça qui te fait vraiment tenir sur la durée, je trouve. Et ouais, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant parce que, bah, les conseils, c'est bien. C'est une vision aussi, c'est sa vision des choses, et effectivement, c'est Stephen King, donc il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes d'écouter et de voir. Mais ouais, bah, le plus important aussi, c'est aussi, comment tu te sens dans ta vie, quoi. C'est ce qui te permet aussi, si tu as un environnement qui est sain, de mettre tout en œuvre pour y arriver, quoi. Bah, voilà, donc sur ce, c'était le livre de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier, si vous voulez le lire en français, On Writing, si vous voulez le lire en anglais, et je crois d'ailleurs, Wesley, que la version audio est lue par Stephen King lui-même. À reconfirmer, mais il me semble que c'est le cas, ouais. Voilà, donc c'est classe. Si vous voulez, si vous parlez bien anglais, que vous comprenez l'anglais, vous pourrez effectivement, avoir Stephen King dans les oreilles, c'est incroyable. Ce qu'on fera aussi, pour les prochaines fois qu'on préparera un livre, je pense qu'on vous le dira un peu à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, dans un épisode, on vous dira: «Bah, voilà, on va bosser sur, tel, tel livre dans quelques semaines». Donc ça vous permet de vous, si vous avez envie de le lire en même temps, que nous, bah, de le faire, et comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis le jour où l'épisode sortira. Donc voilà, on mettra un petit peu ça en place. Là, c'était la première fois qu'on a fait un épisode sur un livre. On est désolé si c'était un petit peu long. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé sur systemator.tech, TECH. Voilà. Et avant ça, n'oubliez pas de mettre une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, notamment sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre un commentaire, vous pouvez nous mettre des évaluations pardon, à 5 étoiles, et surtout sur toutes les plateformes, vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir les épisodes. Ça sort tous les lundis matin. Vous pouvez l'écouter dans votre transport en commun, dans votre voiture, pendant que vous faites la vaisselle. Il y a plein de moments en fait, de off qu'on a où on peut écouter des podcasts. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, et ça nous aiderait beaucoup. Nous allons passer au truc de la semaine. Mais avant ça, Wesley, Jingle. alors, on arrive au truc de la semaine. Désolé pour les bruitages un peu de travaux, hein, on ira engueuler notre voisin pour l'occasion, hein, ça sera l'occasion de le faire. Pas du tout. Du coup, On va changer le jingle, on va les enregistrer, on va ajouter des travaux dans le jingle. carrément, ça fera un peu disruptif. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors moi, mon truc de la semaine, ça tombe bien parce qu'il est vraiment aligné avec la thématique qu'on a traitée aujourd'hui. C'est que j'ai enfin reçu le feedback du dénommé Rick. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais c'est un songwriter, c'est-à-dire qu'il écrit des chansons pour certains des DJ producteurs les plus connus du monde, en tout cas dans la musique électronique. Et je l'avais rencontré à Lisbonne, au bord d'une piscine, hein, pour remettre les choses dans le contexte. J'en avais parlé dans un précédent épisode. Et il m'a dit, bah écoute, envoie-moi tes musiques sur WhatsApp, je te ferai un feedback, euh, forcément professionnel. Et j'ai reçu un feedback qui va à l'encontre quand même de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, dans la mesure où il m'a dit: «OK, t'as des bonnes idées, tes morceaux sonnent OK, mais il y a plein de choses à changer. T'as trop d'idées, Wesley, ça part dans tous les sens, c'est brouillon». Hem Et l'idée, en gros, sa conclusion, c'est: «Pars d'une seule idée». C'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. C'est: «Pars d'une seule idée et tiens-toi-y», si c'est français, ou «tiens-y toi». N'essaie pas de faire mieux, quoi. Fais déjà simple, tu développes ton morceau horizontalement, donc ça, j'en avais parlé, et ensuite tu commences à ajouter des textures, tu commences à ajouter des saveurs à ta à ta à ton œuvre. C'est un peu comme, pour le parallèle avec la cuisine, on va pas
mettre, dans la même casserole du poulet, un steak, de l'agneau, tu vois? Et du porc. Non, on va partir d'une viande, ça c'est notre idée et ensuite on va pouvoir ajouter des épices, un accompagnement et chaque chose va équilibrer le plat et lui donner, hem, son harmonie de goût. Moi, j'ai tendance à ajouter beaucoup de choses dans ma musique. Effectivement, ça ne veut pas dire que ce que je fais est nul, j'espère en tout cas, ça fait 10 ans que je fais de la musique, mais c'est bien d'avoir l'avis d'un pro qui est dans le milieu, qui sait de quoi il parle, qui a écrit des chansons, notamment une qui a fait, je crois 500 millions sur, Spotify et YouTube et voilà, le mec, c'est un travailleur de l'ombre, certes, mais c'est lui justement qui commence les morceaux. Il les envoie 60-70 terminés aux artistes pour qu'eux les terminent avec leur équipe. C'est du travail d'équipe, donc comparons aussi ce qui est comparable. Moi, je suis tout seul et en face, ils sont, plusieurs. Mais l'essence de ce que lui dit, c'est: «OK, si tu veux faire la développer la recette d'un morceau qui marche, qui vend, et pas forcément de manière commerciale, tu dois comprendre ce qui fait qu'un morceau est bien. Et ce qui fait qu'un morceau est bien, c'est que tu as une idée principale qui va être étoffée, on va vraiment aller au bout de l'idée, plutôt que, vouloir, encore une fois, cuisiner 3 viandes en même temps. Donc c'est vraiment ça m'a mis une petite claque sur le coup, mais, Ouais, comment tu t'es senti par rapport à ça du coup, bah, au début un petit peu, un peu bizarre, mais alors je pense être quelqu'un, sans présomption qui prend, le très positivement les critiques tant qu'elles sont, développées et qu'elles ont, voilà, qu'elles sont fondées et je commence, voilà, d'ores et déjà à l'appliquer à ma musique. Après j'ai envie de dire, je l'applique à 90. C'est-à-dire que je me dis que ce mec-là, il a quand même la perspective, parce que c'est son gagne-pain, de faire des morceaux qui vraiment vendent, qui vraiment marchent. Moi, je suis peut-être un peu plus dans quelque chose d'expérimental, j'essaie de mixer des genres et cetera. Donc je vais pas appliquer aveuglément ce qu'il me dit, tu vois? Mais quand j'ai réécouté mes morceaux à la lumière de ses conseils, ça faisait vraiment sens. Je me disais: «Ah ouais, j'ai des bonnes idées, mais là, ça part un peu en couille» et ce qui est marrant, c'est que lui, son conseil va être un peu extrême, enfin, va être très tranché, mais dans les feedbacks que je reçois de la part à la fois de mes fans et à la fois de mon entourage, eh bien, les conseils, les feedbacks les plus, je ne veux pas dire négatifs, mais les plus critiques, les plus: «Que peux-tu améliorer dans ce morceau?» vont dans ce sens aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que j'ai beaucoup d'éléments dans mes musiques. Parfois, on s'y perd un peu. Et c'est marrant, il y a un fan là sur Messenger, parce que je les contacte sur Messenger, mes potentiels fans, qui m'a dit un peu la même chose. Il m'a dit: «Ah, c'est trop bien, tu as des idées, ça me fait vraiment penser à tel autre artiste qui fait de la musique électronique mélangée avec de la musique du monde. Mais après, sur le drop, on perd un peu cette idée. Et c'est dommage parce qu'on avait des saveurs intéressantes au début.» Donc voilà, je vais faire mon équation. OK. Mais, heu, mais voilà, parallèle aussi avec Stephen King, c'est bah, aller à l'essentiel et, aller là où l'œuvre, encore une fois, demande d'aller. OK, très intéressant. C'était un peu long, mais ça, au niveau de la créativité, de la création, je pense vraiment que c'est le meilleur conseil que je puisse donner de toute ma vie. Si on me disait: «Wesley, c'est quoi le truc le plus important?» Je dirais: un, bah, lance-toi, commence à faire, commence à créer et 2, une fois que tu as un certain niveau, c'est ça. Mmh. Voilà. Je te retourne la question, Sébastien. Quel est ton truc de la semaine, de ton côté? Et bah, écoute, moi, c'était aussi dans la musique, c'est marrant. En fait, j'ai un ami à moi qui s'appelle Anom qui, du coup enfin, c'est son pseudonyme, qui, fait du rap, qui est assez sympa. C'est du rap un peu, mélodique, je sais pas trop comment il le qualifie lui-même, mais, il y a vraiment un style un peu assez particulier. Il commence, tout doucement à percer son trou. Il a quelques morceaux qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'écoutes sur Spotify, sur YouTube. Et en fait, un jour, il s'est fait liker par un youtubeur qui s'appelle Adrigeek, qui a, 1,100 000 attends, non, qu'est-ce que je dis? Qui a 1 000 d'abonnés sur YouTube. Donc quelqu'un qui, ouais, qui a un certain, qui a déjà une grosse base, d'audience. Et en fait, ils se sont dit: «Et si on faisait un morceau en 24 heures?» Et donc vraiment de se dire: «OK, on se donne 24 heures et on fait tout de A à Z». On fait l'écriture des paroles, la musique, l'enregistrement de la voix, et lui-même placera aussi, le youtubeur, une ou 2 phrases dans la chanson, quoi.
Et donc c'est ce qu'on a fait et on est allé dans un studio, à Lyon et c'est un studio, c'était assez impressionnant parce que moi j'étais jamais allé, tu sais, dans un studio d'enregistrement, pro. C'est un studio qui a servi notamment à tourner, des doublages français de Black Mirror, donc ce genre de choses, donc quand même des bonnes pointures, là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment assisté à toutes les étapes, d'une création d'un morceau, quoi, en mode accéléré forcément parce que, bah, on n'avait que 24 heures. Donc tu avais d'un côté, pour la Adrigi qui faisait, sa vidéo, son vlog pour montrer un petit peu les coulisses de ça. Moi je filmais deux trois choses pour faire le clip, de Anom. Il y avait ce truc sur les réseaux sociaux où les fans ont donné des mots, que Anom allait devoir utiliser, dans son morceau et c'était des mots, tu sais, genre bien difficiles, tu vois? Genre vraiment pour le défi et du coup, il en a tiré genre 11 au hasard et après il a dû, écrire ses paroles avec ça, quoi. Et donc c'était assez intéressant, c'était, assez marrant. En plus, Anom, c'est quelqu'un de vraiment super sympa, on a vraiment rigolé et tout, c'était cool et et voilà et donc on a commencé à 10 heures du matin et on a fini à, 5 heures du matin, le lendemain. Donc Waouh! j'étais bien explosé, mais c'était une belle expérience, c'était très intéressant, de voir un petit peu ça. J'étais content aussi parce qu'Anom, je le connais depuis longtemps, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir quelque chose comme 21-22 ans, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai connu, il avait pas encore mué, tu vois? Donc il était tout jeune et c'était un peu ça et du coup, ouais, non, on s'entend super bien, on a déjà fait des clips ensemble et c'était bien sympa comme expérience donc c'était un peu ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas, peut-être que le clip sera sorti au moment où l'épisode va sortir, cet épisode de Systemator. En fait, pour être honnête, bah voilà, vous le savez peut-être un peu, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que les épisodes de Systemator sortent. On sait qu'ils sortent tous les lundis, mais des fois, on change un petit peu l'ordre. Donc, du coup, voilà, si vous voulez aller voir ça, c'est Anom, A-N-O-M, sur YouTube. Vous cherchez notamment sa musique Astronaute. Vous devriez, je pense, le trouver. C'est plus populaire et vous trouverez, bah, sa chaîne, ce qu'il fait et peut-être du coup le clip sur lequel on a travaillé et la chaîne, YouTube de la personne en question, c'est AdriGeek. Voilà. Donc voilà un petit peu mon truc de la semaine. C'était bien sympa, c'est une bonne petite expérience et j'avais un peu peur sur le coup d'avoir un peu grillé ma semaine en mode, je m'en remettrai jamais, parce que, hem, moi j'ai tout le temps besoin de dormir si tu veux, sinon je suis vraiment explosé et j'avais un peu peur de ça. Finalement, tout s'est bien passé. Donc tout est bien qui finit bien. Parfait, bah, sur ce, c'est la fin de cet épisode de Systemator. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, sur, le podcast, comme ça vous les recevrez les lundis matins, heu, pour votre nouvelle semaine, n'est-ce pas? Wesley, toi, on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver Wesley? Ouh là, on tape mon nom sur Google et il y a pas mal de choses qui s'affichent. Mais pour ma musique, je suis notamment sur YouTube, sur, Spotify, et puis, bah, toutes les autres plateformes de musique et puis j'ai mon site web évidemment wesleyjoachim.com. Je suis également sur, Facebook, hein, si vous voulez, vous abonner à ma page, Instagram, heu, plus toutes les plateformes de musique comme je le disais. Parfait. Moi, vous pouvez me retrouver sur 112ventes.fr et sur le podcast Science des ventes si vous écoutez d'autres podcasts et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on fait pour bah, euh, faire un peu plus de marketing, avoir des techniques un peu poussées là-dessus. Voilà, donc le podcast a repris. Donc vous pouvez aller voir de ce côté-là. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.